Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour ce second point cyber de 2025. Comme précisé lors de notre première édition de l'année, nous vous fournirons désormais d'autres contenus vidéo chaque mois. Pour ce faire, nous ferons désormais un retour sur l'actualité une fois par mois en gardant une ligne directrice par Cyberactu qui reflète l'un des thèmes d'actualité parmi les plus présents durant le mois écoulé. Pour ce point cyber, nous avons décidé de parler de la souveraineté numérique, au travers notamment d'un résultat concret que nous avons pu constater en début de mois de janvier. Je vous donnerai également la direction que tend à prendre la justice française concernant la cyber en général. Qu'est-ce que la souveraineté numérique? Avant de parler de souveraineté numérique, il est important de rappeler ce que c'est. Nous parlons de souveraineté numérique pour désigner la capacité d'un État à contrôler ses infrastructures numériques et à ainsi obtenir des garanties en termes de sécurité des données. C'est donc, vous le comprendrez, un enjeu essentiel dans un monde où les données ont une valeur parfois très importante. Quand nous parlons de contrôle des infrastructures numériques, nous ne parlons pas d'avoir un contrôle sur l'ensemble des serveurs et des postes de toutes les entreprises et de tous les particuliers de l'Hexagone, pas du tout. Nous parlons d'un minimum de contrôle sur les centres de données et les réseaux de communication. En effet, ces acteurs qui vont traiter et stocker de très grands volumes de données, appartenant à des particuliers ou des organismes français, portent une responsabilité immense sur de nombreux thèmes. Cela va de la compétitivité et du maintien du développement des entreprises françaises, concourant à la place de la France sur le territoire économique mondial, au respect de la vie privée des citoyens et à la limitation de l'utilisation de leurs données contre leur gré. Cela inclut également le fait de servir de source pour les services de renseignement d'autres pays ou de multinationales étrangères prévoyant leur prochaine campagne de publicité ciblée. En passant par la récupération d'informations, par des pirates informatiques notamment, pour alimenter les listes des prochaines campagnes de phishing et alimenter le marché noir des données au profit de la cybercriminalité. Bref, pour résumer, contrôler ce genre d'infrastructure a pour principal objectif de limiter les fuites de données et les cyberattaques, mais également de prévenir les ingérences étrangères. Ce concept vient en opposition à l'utilisation à outrance des systèmes fournis par les grandes entreprises, notamment américaines et chinoises, collectant des données qui, une fois rapatriées sur les serveurs de l'entreprise hors sol français, sont soumises aux droits de ces pays et ainsi hors de contrôle de la juridiction française. Pour pallier cela, les perspectives futures et les tendances émergentes montrent une volonté d'évolution vers une plus grande autonomie numérique, avec des initiatives visant à renforcer la résilience et la souveraineté des infrastructures numériques françaises. Pour comprendre comment la souveraineté numérique se traduit légalement en France et en Europe, il est crucial de se pencher sur les réglementations en vigueur. En Europe, le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, est la pierre angulaire de la protection des données personnelles. Il impose des obligations strictes en matière de collecte, de traitement et de stockage des données, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité. En France, des initiatives spécifiques, comme la Loi pour la République numérique, viennent renforcer ce cadre. Cette loi promeut l'utilisation de technologies locales et impose des normes de sécurité élevées pour les infrastructures numériques. Par exemple, elle exige que les données sensibles soient hébergées sur des serveurs situés en France ou dans l'Union européenne, ce qui permet de mieux contrôler leur accès et leur utilisation. La collaboration entre les États membres de l'Union européenne est essentielle pour harmoniser les pratiques et renforcer la sécurité numérique à l'échelle européenne. Cependant, les défis juridiques subsistent, notamment en matière de compatibilité des législations nationales et de mise en œuvre des directives européennes. Les solutions envisagées incluent la création de standards communs et l'amélioration de la coopération entre les autorités nationales et européennes. Des initiatives comme le Cloud Act européen, par exemple, qui vise à créer un cadre juridique unifié pour le stockage et le traitement des données dans le cloud, et donc qui renforcerait la souveraineté numérique de l'Europe. Ces efforts montrent une volonté commune de protéger les données des citoyens et des entreprises, tout en favorisant l'innovation et la compétitivité sur les marchés numériques. Nous avons en région à traiter très souvent des situations dans lesquelles la souveraineté numérique est essentielle pour la remédiation de l'incident. Je pense notamment aux tickets que nous avons eu à traiter au profit de bénéficiaires ayant subi une arnaque par usurpation d'identité. Pour vous expliquer, nous avons plusieurs tickets qui sont restés ouverts longtemps car il s'agissait d'arnaques organisées, usurpant l'identité d'entreprises réelles pour la création de sites internet ou de pages sur les réseaux sociaux et les marketplaces par des acteurs malveillants. Ce genre d'arnaque s'appuie sur des infrastructures très simples. Il suffit à l'attaquant de trouver l'identité d'une entreprise qui n'est pas ou peu exposée sur internet. L'attaquant va ensuite louer un serveur virtuel dans le monde, un nom de domaine et installer un site internet où il pourra faire semblant de vendre des objets ou des services fournis ou proches de ceux fournis par les entreprises se faisant usurper. Les clients de ce site penseront alors qu'il s'agit d'une vraie entreprise et, pour les plus sceptiques, en cherchant sur les sites officiels, ils trouveront tous les éléments confirmant qu'il s'agit bien d'eux. Ils verseront alors des sommes parfois très importantes à des attaquants sans que l'entreprise usurpée ne soit au courant. Pour en revenir à la souveraineté numérique,
Quand nos bénéficiaires nous contactent pour ce genre d'incident, le réflexe est de lancer une procédure judiciaire et de faire en sorte que le site internet soit fermé le plus rapidement possible. La problématique est la suivante. Comment ordonner à un hébergeur étranger de fermer un site internet? En effet, si nous ne sommes pas sur le sol français ou européen, il est très difficile de contraindre qui que ce soit. Nous devons uniquement compter sur la réactivité et la coopération des entreprises concernées. Pour vous donner des éléments de comparaison, nous avons eu à traiter 2 incidents de ce genre très similaires, et pour lesquels le résultat était complètement différent. Pour l'un des incidents, le site était hébergé en Europe et utilisait un nom de domaine en .fr. Pour l'autre, il était hébergé aux États-Unis et utilisait un hébergement en .com. Pour le premier, nous avons, après 3 mois de procédure, pu obtenir la clôture du site par l'hébergeur après un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les multiples clients victimes de ce faux site internet. Pour le second, en revanche, le ticket est toujours ouvert. Depuis maintenant plus de 8 mois, toujours en attente d'une réaction de l'hébergeur après de multiples relances et plus d'une quarantaine de plaintes déposées en France par des clients victimes de ce site. Cependant, l'hébergeur n'est pas soumis aux mêmes droits et les leviers juridiques internationaux sont, quand il s'avère possible, de les actionner très lents. Dans ces histoires, nous comprenons bien qu'un contrôle et une capacité à agir pour faire coopérer ou parfois malheureusement contraindre les acteurs du traitement des données à coopérer, c'est essentiel pour nous protéger des menaces. Dans ces affaires, en revanche, nous remarquons que même si des mesures sont en place en France et en Europe et fonctionnent, une cohérence internationale doit être encore mise en place pouvoir prévenir les menaces futures. Nous ne pouvons pas parler de cloud souverain sans évoquer le label SecNumCloud. Ce label, créé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est un véritable gage de qualité et de sécurité pour les services cloud. Il garantit que les fournisseurs de services cloud respectent des critères rigoureux en matière de sécurité, de confidentialité et de résilience. Par contre, les critères de certification sont exigeants et incluent des audits approfondis pour s'assurer que les infrastructures sont conformes aux normes les plus élevées. Comparé à d'autres labels, SecNumCloud se distingue par son niveau de sécurité et sa conformité aux réglementations françaises et européennes. Les témoignages d'experts et de responsables de la sécurité informatique soulignent l'importance de ce label pour les entreprises et les administrations soucieuses de protéger leurs données sensibles. Obtenir et maintenir ce label représente donc un défi majeur pour les entreprises. Ils doivent investir dans des technologies avancées et des processus rigoureux pour se conformer aux exigences de ce label. Comme le mentionne l'article d'InCyber du 25 janvier, pour l'heure, les providers cloud certifiés SecNumCloud se comptent sur les doigts d'une seule main. Et plusieurs nouveaux prestataires se sont lancés à leur tour sur le chemin de la qualification. En conclusion, le label SecNumCloud est un défi pour les entreprises, mais il représente également une opportunité de se démarquer sur un marché en pleine croissance. Les entreprises doivent être prêtes à investir du temps et des ressources pour obtenir cette certification. Mais les bénéfices en termes de sécurité et de confiance des clients en valent largement la peine. En adoptant le cloud souverain, les organisations peuvent bénéficier d'une infrastructure sécurisée et conforme aux exigences légales, renforçant ainsi leur souveraineté numérique et la cybersécurité sur tout le territoire. La justice française joue un rôle crucial dans la lutte contre les cybermenaces, comme l'illustre un arrêt récent de la Cour d'appel de Rennes. Dans cette affaire, une société informatique a été condamnée pour avoir failli à son devoir d'information et de conseil entraînant une cyberattaque par rançongiciel chez un client. La Cour a souligné l'importance de fournir des informations claires et une documentation adéquate pour que le client puisse comprendre et apprécier les risques. Le prestataire n'a pas proposé de sauvegarde déconnectée ni signalé les faiblesses de l'architecture informatique du client, manquant ainsi à ses obligations. En conséquence, la société prestataire a été condamnée à verser des dommages et intérêts, renforçant ainsi la responsabilité des prestataires en matière de cybersécurité. Cette décision de la Cour d'appel de Rennes est particulièrement significative, car elle fait désormais jurisprudence et marque un tournant important dans la responsabilité pénale des prestataires informatiques. Elle augmente les responsabilités des prestataires informatiques, les obligeant à être plus rigoureux dans leurs conseils et leurs prestations. Même si le prestataire en question n'était pas directement concerné par les enjeux de souveraineté numérique, il n'y a qu'un pas pour que les autres acteurs, ne respectant pas les textes de loi mis en place pour la protection des données et la souveraineté numérique notamment, se retrouvent également condamnés. Cette jurisprudence pourrait donc indirectement avoir un impact positif sur la sécurisation des données en France. En renforçant les obligations des prestataires informatiques, la justice française contribue également à créer un environnement plus sûr pour les entreprises et les citoyens. Pour conclure ce bulletin, je dirais que la souveraineté numérique est bien un élément essentiel de la protection des données. Dans un monde où la course à l'information n'a jamais eu autant de valeur, garder le contrôle de ces dernières est et doit rester une priorité. En cas d'incident cyber, c'est bien ce contrôle de l'information qui permet de rendre la justice et d'obtenir réparation pour les victimes. Soutenez notre travail en partageant cette vidéo, et si vous appréciez notre contenu, comme toujours, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour notre prochain point cyber.